Vous avez entendu la question? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est portée? Corinne Besoni, je pense que ça s'adressait à vous. Non? Aux messieurs, bon. Allez-y, allez-y. Non, non, mais allez-y. Je pense que c'est peut-être plus Monsieur Dujardin ou vous-même, parce que la question, elle est sur justement la réflexion que l'on porte sur la conception des bâtiments. Alors, sur la conception de la ville ou même des quartiers, je pense que c'est sur ce sujet. Euh, alors, les concertations, effectivement, on en fait. C'est vrai que c'est jamais vraiment efficace et on les fait pas tellement. Alors, on a l'exemple d'un projet, d'un écoquartier qu'on va développer à Avignon, où on a eu une concertation très forte avec les gens autour, parce qu'ils étaient opposés au projet, parce que c'est dans une zone qui est largement habitée de pavillonnaires, et on va proposer un type d'habitat différent, donc un petit peu plus dense, avec le label écoquartier, donc avec des déplacements doux. On est arrivé avec eux au bout de beaucoup de réunions, à faire que le projet passe en conseil municipal et soit accepté. On a créé notamment un lieu de sociabilité, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, un lieu de rencontre, une salle commune. C'est le premier exemple qu'on a eu comme ça. Et les réunions étaient assez complexes, parce que opposition assez franche, mais le fait de les faire parler, ça a amélioré. Donc ça, c'est le premier exemple qu'on a eu. On en a un deuxième, mais qui n'est pas avec la population aujourd'hui. C'est dans le cadre de Euromède 2, où Euromède a monté des ateliers. Donc j'ai participé à deux et le troisième est bientôt, avec pour objectif de faire réagir. Alors il y a une quarantaine de personnes qui sont présentes. On est deux architectes. Et puis il y a des gens qui vont intervenir à tous les stades de la conception, de la construction, du financement. Et le but de ça, c'est de se poser les questions. Qu'est-ce qu'un quartier ou un morceau de ville, parce que Romède 2, c'est vraiment un morceau de ville en Méditerranée, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos bâtiments de bureaux ne soient pas des bâtiments de bureaux qu'on trouverait à Stockholm, à New York ou à Marseille. Ce sont des bâtiments de bureaux qui ont une épaisseur, qui jouent avec le soleil, qui jouent avec le vent. Les logements, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut réussir à densifier, à monter, mais à créer des respirations avec des espaces verts, avec des cheminements, des parcs, des choses comme ça. Alors, c'est une espèce de concertation pré-conception, puisqu'il n'y a pas encore de conception architecturale. Il y a un plan d'urbanisme qui existe, mais il va évoluer en fonction de ces discussions. Elle n'est pas faite avec la population. J'imagine qu'après ces trois ateliers, il y aura une sorte de concertation et de développement après, de rencontres avec des intervenants. Mais c'est une démarche nouvelle. Je n'avais jamais participé à ce type de démarche. C'est les deux seuls exemples que j'ai. Voilà, je sais que c'est toujours très complexe de commencer à débattre avec la population, euh, pour l'avoir Alors, vécu à pas mal de moments. très rapidement, on va prendre d'autres questions et je vais vous demander de répondre très brièvement parce que dans une dizaine de minutes, on va devoir conclure. Il y a un autre atelier qui nous succède. Michel Quarto. Oui, vous avez abordé la question du coût global et le coût global par rapport à une vie d'un bâtiment sur 30 ou 40 ans, mais par rapport à l'énergie qu'il consomme. Effectivement, on comprend bien qu'on peut investir plus au départ, si on paye moins ensuite sur la vie du bâtiment. Mais on commence déjà aujourd'hui, il y a certaines personnes qui commencent déjà à travailler sur des coûts qui ne seraient pas des coûts énergétiques, mais des coûts indirects du bâtiment, notamment par exemple pour des bureaux, le coût économique d'un bâtiment qui ne serait pas adapté de façon optimale à la vie des salariés, qui poserait des problèmes d'absentéisme, de productivité. Il y aurait effectivement sur 30 ou 40 ans des coûts économiques. Il peut y avoir des coûts sanitaires si on n'a pas envisagé la qualité de l'air, par exemple, dans un bâtiment. Alors, la question, c'est que ces différents coûts sont dilués, sont pris en charge par la société, non pas par le maître d'ouvrage. Donc, est-ce que le maître d'ouvrage va surpayer un bâtiment pour que la collectivité ensuite puisse faire des économies? Comment harmoniser cette notion de coût global sur une vision sociétale? Est-ce que c'est des choses Monsieur sur lesquelles Salin. vous avez travaillé? Peut-être dire un mot. Réponse courte. Très Question brièvement. courte aussi. Il y a, si vous voulez, un aspect normalisation. On évoquait la fameuse RT 2012 tout à l'heure, la réglementation technique 2012, qui sont là pour marquer un premier seuil.
Et la normalisation, en fait, c'est quelque chose qui s'impose à tous. Donc c'est quelque part une imposition vis-à-vis du maître d'ouvrage, une obligation pour le maître d'ouvrage de respecter les objectifs de la collectivité, même si lui n'en a pas un intérêt immédiat. Et ensuite, vous avez ce deuxième volet qui est que le maître d'ouvrage, il peut avoir un certain nombre d'intérêts immédiats. Un exemple concret, nous, EDF, nous reconstruisons un centre de recherche sur le plateau de Saclay. L'aspect aménagement du bâtiment, énergie, mais aussi tout ce qui est informatique, par exemple, tout ce qui est accès, joue considérablement sur l'efficacité de nos acteurs, de nos personnels. Donc ça fait partie de nos données d'entrée. Je suis convaincu que de plus en plus de maîtres d'ouvrage prennent cette démarche-là. Est-ce que c'est valorisé financièrement ? Pas forcément complètement, mais dans les dialogues, y compris, si vous voulez, entre le personnel, les directions, les organisations syndicales, toutes les parties prenantes, oui, ça l'est, très clairement. Monsieur Thierry Roch. Une remarque en même temps, une question. C'est pour peut-être répondre en partie à ce que monsieur a appelé la prise en compte de la population dans différents projets. Par expérience, parce que je travaille un petit peu sur ces domaines, la prise en compte de la population dans des projets qui soient de programmation de fleuve, déjà, ça démarre avec une volonté. Une volonté au niveau de la mairie et au niveau de l'étude de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour vraiment s'impliquer dans cette démarche-là. Sachant qu'il y a effectivement différentes méthodes qui consistent effectivement à consulter la population au cours de réunions, d'entretiens sur des thématiques particulières, avec peut-être des écueils ou des choses à prendre en compte, c'est pas la manière dont on va le faire. Le fait aussi qu'une population peut venir pas seulement pour les thématiques ou les problématiques évoquées, mais pour d'autres soucis d'ordre personnel, donc qui demandent effectivement de travailler d'une manière particulière. D'autre part, il y a effectivement, vous pouvez voir, monsieur, des conflits. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, les habitants peuvent pas être d'accord avec les solutions. Donc à un moment ou à un autre, en ressort final, il faut bien prendre des décisions, mais il faut aussi expliquer pourquoi on prend ces décisions et pourquoi on ne retient pas certaines solutions. C'est un petit peu ce qu'on a dit au début de ce débat. Prise de conscience, mais pas nécessairement volonté derrière. Voilà, mais il faut nécessairement, je pense, c'est important. D'accord. Les habitants. Alors votre question, très rapidement. Par rapport, notamment monsieur le maire de Lambès, qui évoquait l'idée que le territoire, effectivement, on ne peut pas faire une ville, et je suis d'accord là-dessus, sans avoir une vision globale. Et que je pense qu'il faut sortir du périmètre et il faut avoir une réflexion au niveau des régions, pour tout un tas de raisons, parce que l'immigration de population des centres vers la périphérie. L'un des écueils par rapport à ça, dans cette vision globale, et ça renvoie effectivement au rôle un peu d'élu, c'est qu'en France, les structures administratives et politiques sont, je dirais, très cadrées ou hiérarchisées. Vous avez la région, le département, les comités d'agglomération et les mairies. Et à l'heure actuelle, les structures, quand on prend les structures d'urbanisme près de comités d'agglomération, il n'y a pas de structure vraiment à l'heure actuelle sur le territoire au niveau régional. Je voulais vous demander son avis à ce sujet, monsieur le maire. Très rapidement, monsieur Bucky. Oui, très rapidement. D'abord, la métropole est née hier. Oui, en fait. Voilà. C'est peut-être une réponse. C'est pas aussi simple que ça. Mais bon, on ne va pas développer ce sujet-là. Sur ce thème de la concertation, moi, je dirais très simplement, la concertation, ça ne se décrète pas, ça se nourrit. Il ne faut pas prétendre, parce qu'on en a envie, pouvoir mobiliser une population d'un quartier ou d'une ville. Moi, je prends l'exemple, ça fait le lien avec Premio, puisque vous vouliez qu'on en parle. Oui, on va peut-être pas avoir beaucoup de temps, parce très, que très vite, ça tourne. Très vite, quand le dossier Premio est arrivé sur la ville, l'un des critères pour pouvoir remporter le concours était de mobiliser la population. On l'a fait par des jeux, par des choses toutes simples. Et puis, dans le même temps, on avait des réunions de concertation qui déjà débutaient sur certains sujets. C'était, il y a 4 ans, 30 personnes qui venaient, 20 pour critiquer, 10 pour s'opposer
et puis quelques silencieux, ça fait d'ailleurs un peu plus que 30, mais peu importe. 4 ans plus tard, après un travail sur le terrain, sur les sujets de Prémio, qui était un outil où les citoyens devaient s'impliquer, puis derrière l'approche environnementale et l'urbanisme, qui ne peut se concevoir qu'avec une participation des citoyens, on a terminé le 23 mars de cette année avec un rendu de nos travaux où il y avait 350 personnes qui étaient heureuses d'écouter, certaines pas forcément d'accord, mais ça c'est la vie locale. Et aujourd'hui, un groupe de 30 lambesquins qui travaillent en permanence pour penser la ville de demain. Donc il faut une volonté politique au départ, et il faut aussi à la fois donner une orientation et du sens à l'orientation. Et après, il faut être, je l'ai dit, il faut être vraiment très humble, parce que c'est pas facile. On est dans une société où aujourd'hui les difficultés captent les citoyens plutôt que de les centrer sur des sujets comme ceux-ci, mais c'est le passionnant de l'aventure politique. Bah écoutez, monsieur Salah, je vous accorde le bénéfice de la conclusion finale, parce que là, dans 10 minutes, on a un atelier qui prend le relais. Moi, je voulais dire peut-être 3-4 phrases sans monopoliser la parole. Bon, d'abord, remercier monsieur Bucchi pour Prémio, parce que EDF s'est impliqué très très fortement sur ce projet, et la question de l'acceptabilité de tous ces moyens techniques qui parfois peuvent faire peur. Vous allez me piloter ma machine à laver à distance. Donc, toutes ces questions d'acceptabilité, s'il n'y a pas un engagement de la collectivité et du politique, une volonté, encore une fois, de faire, ben, ça ne peut pas se faire, très très clairement. Et cette évolution énergétique, ben, on a besoin du monde politique pour l'accompagner. Donc nous, aujourd'hui, notre prochaine frontière ici dans la région, c'est le projet autour de Nice, hein. Donc où nous avons aussi un très grand smart grid, hein, excusez-moi du terme, qu'on appelle Nice Grid, donc nouveau réseau de Nice, que l'on va développer. Nous croyons fermement en fait à cette évolution. Nous pensons que la maille territoriale est un enjeu majeur. Pas un enjeu, si vous voulez, d'autarcie. Nous ne croyons pas beaucoup à la ville devenant demain indépendante et produisant elle-même sur son territoire son énergie. Mais nous croyons, ça à mon avis, ça sera toujours le réseau national, voire européen, qui l'alimentera. Mais il y a une maille d'optimisation possible au niveau de la ville. Et cette maille d'optimisation, même si c'est 10%, même si c'est 20%, ben, il faut l'utiliser dans un contexte où on n'a pas beaucoup d'argent, il faut innover, et puis on a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens non plus pour supporter tout ça, et il faut penser à eux au premier chef. Voilà. Merci, monsieur Salah. Je voulais juste dire un mot, il ne faut quand même pas oublier que la ville passe aussi par la qualité architecturale et par la poésie. Et la nouvelle technologie, c'est pas tout, ça ne sera pas le salut de la ville uniquement. Voilà, ben c'est sur cette phrase qu'on va fermer ce débat. Merci à Corinne Vezzoni, merci à messieurs. Je vous invite bien sûr à les alpaguer dès qu'ils ont quitté la scène pour éventuellement engager une discussion avec eux. Après cet atelier, dans 10 minutes, un nouvel atelier va venir s'ouvrir sur cette scène. Merci beaucoup, bonne journée à vous.